Bonjour à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui une œuvre de Andrea del Verrocchio, une belle sculpture qu'on appelle la Dame au bouquet, qui est conservée au musée du Bargello et qui date environ des années 1475. C'est une œuvre à remettre dans le contexte de la deuxième moitié du Quattrocento, où il va y avoir un énorme engouement pour le portrait. Ceci étant dû à l'intérêt déjà pour l'individu, dans le contexte de l'humanisme, où on remet l'homme au cœur des préoccupations. C'est également dû à l'influence antique, étant donné qu'on s'inspire aussi des bustes romains. Et c'est aussi dû au fait que les Italiens sont particulièrement attachés au culte des ancêtres, au culte dynastique, et on veut donc garder une trace, on veut garder le souvenir des membres de la famille. C'est donc une période où il va y avoir beaucoup de bustes qui vont être produits à Florence, avec de grands artistes qui vont se spécialiser dans l'art du portrait, par exemple Mino da Fiesole ou Benedetto da Maiano, avec cette caractéristique qui va devenir propre au buste à la florentine, qui est un buste qui est coupé net au niveau du sternum, avec un côté naturel, une approche naturelle du portraituré, qui tourne un petit peu la tête sur le côté. Et si vous comparez notre buste de Verrocchio, vous voyez ce qu'il apporte comme grande nouveauté, puisque c'est la première fois que l'on a un buste qui va incorporer les bras et les mains, ce qui va développer une nouvelle expressivité que l'on n'avait pas dans les bustes précédents, puisque comme vous le voyez, à partir du moment où les mains sont représentées dans le buste, ça vous donne beaucoup plus de naturel, beaucoup plus d'expression. On ressent plus le caractère des personnages, étant donné que les mains, c'est vraiment quelque chose qui transmet des émotions, qui transmet de l'expressivité. Je vous laisse admirer ces mains qui sont très belles, très légères, qui sont délicatement posées sur le buste et qui montrent aussi la technicité des artistes qui sont capables de restituer une légèreté, une transparence dans le marbre. Ce principe d'inclure le bras et les mains dans un portrait sculpté aura également des répercussions en peinture et notamment sur l'élève de Verrocchio, Léonard de Vinci, qui quand il représente la Joconde par exemple, fait également un portrait qui va jusqu'à la taille, qui va inclure les bras et les mains, ce qui permet d'apporter une nouveauté au portrait peint aussi et de donner une plus grande présence au personnage, car comme je vous le disais, les mains participent à la psychologie du personnage. Cela va également accentuer le volume, la plénitude que vous donnez au personnage. Nous ne connaissons pas l'identité de la femme représentée, comme c'est le cas pour la majorité des bustes féminins du Quattrocento, contrairement au portrait masculin, où là on veut vraiment connaître l'identité de l'homme qui est représenté. Pour les femmes, ça va être considéré comme un peu moins important, d'autant plus qu'il y a beaucoup de portraits où l'on suppose qu'il s'agit d'une représentation idéalisée de la beauté et pas spécialement d'un portrait précis d'une personne. Néanmoins, certains historiens ont fait le rapprochement entre un portrait de Léonard de Vinci qui représente Ginevra dei Benci et qui se trouve à Washington et qui est très ressemblant avec le portrait sculpté de Verrocchio. Vous reconnaissez le visage très rond du modèle et cette coiffure un petit peu en mèche bouclée de part et d'autre du visage avec ses traits médianes et qui semble nous montrer une femme de caractère qu'on retrouve bien aussi sur la sculpture. Ce marbre est vraiment une splendeur au niveau de la représentation sculptée. C'est plutôt une œuvre de jeunesse de Verrocchio, mais qui montre déjà tout le talent de ce sculpteur qui aura une grande carrière, même en dehors de Florence, et qui saura également maîtriser l'art du bronze, comme on peut le voir par exemple à Venise avec la statue du Colléone. Et ici, on voit vraiment cette maîtrise de la taille du marbre, qui nous montre aussi l'influence de l'Antiquité, et notamment dans la manière de représenter le drapé, qui est assimilé ici à un drapé mouillé, qu'on retrouve dans les sculptures athéniennes qui datent environ des années moins 400, qui est un drapé qui est très fin, qui semble ruisseler sur le corps, qui se plaque sur le corps comme s'il était mouillé et qui du coup joue avec la transparence que l'on retrouve bien ici sur le buste du personnage. Et on voit également une influence antique plutôt romaine dans la façon de faire aussi la chevelure de la jeune femme. On voit le travail des boucles et du trépan, qui est un petit peu le principe d'une perceuse, c'est-à-dire de faire des trous qui vont permettre de donner plus de contraste à ces boucles et donc de faire ressortir la texture de la chevelure.
On voit aussi comment cette sculpture apprécie que l'on tourne autour, hein. Vous voyez que tous les détails sont magnifiques, que vous la regardez de face ou de profil, ce qui peut paraître une évidence quand on regarde une sculpture, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui est mis en valeur par les artistes avant ce milieu du XVe siècle. Le principe de la trois dimensions va vraiment se développer à partir de Verrocchio, et on va le retrouver d'autant plus ensuite au XVIe siècle. J'espère que vous avez pu savourer la beauté de cette sculpture en marbre. Et si vous voulez en savoir plus sur la sculpture italienne, sachez que je viens d'ouvrir une plateforme de visioconférences qui sont assez longues et qui durent environ 2 heures chacune et qui vous permettent de vraiment beaucoup plus approfondir certains sujets et notamment la deuxième moitié du Quattrocento italien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.